up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast si c'est la première fois que vous découvrez les conversations awesome et re-bienvenue si vous êtes ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, on a un sujet très important qu'on parle pas assez souvent avec une invitée awesome que j'ai rencontrée dernièrement lors du congrès pour la santé intégrative qui avait eu lieu en janvier-février, 31 janvier, 1er février 2025 à Saint-Hyacinthe, où est-ce que c'est en fait un regroupement de, je pense qu'il y a plus d'une trentaine de professionnels de la santé, ou plutôt une trentaine de métiers différents, de professions différentes en lien avec la santé intégrative. 2 jours de conférences, d'ateliers, et moi j'ai eu l'honneur d'assister à son atelier qui était... Je savais pas trop à quoi m'attendre. Moi, j'étais fatiguée cette journée-là. J'arrivais d'un voyage la veille au soir. J'ai vu ça. Sieste guidée, yoga nidra, ça a l'air pas pire. Ça va me donner un petit boost d'énergie pour la fin de la journée. Fait que j'ai été faire ton atelier, Marie-Ève, puis ça a vraiment changé plein de choses. J'ai découvert depuis, j'ai adoré ça. Puis je t'ai écrit, puis j'étais comme, OK, faut que je t'invite sur le podcast. Fait que bienvenue officiellement, Marie-Ève, sur le podcast. Merci. Mais écoute, juste partir de ça, t'as fait l'atelier avec une micro-sieste guidée. Tu dis que ça a changé ta journée. Ça a changé ta journée dans quel sens à ce moment-là? Ouais, mais c'est parce que je sentais que j'avais vraiment comme un down de fatigue. Puis je me disais, aïe, il reste une demi-journée avec 2 conférences cet après-midi. Puis c'est tellement intéressant. Puis la qualité des conférenciers est tellement élevée. Fait que j'aurais trouvé ça poche d'être genre en mode, je dors à moitié debout parce que c'est ça, j'arrive d'un voyage la veille au soir. J'avais 1 heure de route, 1 heure et demie de route à faire le matin. Puis je suis comme parfait. Toi, t'étais juste après le dîner, je pense à 1 heure, 1 heure et demie. Fait qu'après avoir fait ça, j'étais comme parfait. Ça m'a permis de me déposer une demi-heure. Puis après ça, j'avais la concentration, l'attention puis l'énergie pour finir la journée au congrès jusqu'à 5 heures avec justement l'énergie puis l'attention dans laquelle je voulais être. Écoute, on peut finir le podcast là. C'est ce que je fais. Ça sert à ça d'essayer. C'est exactement allez ça. Allez me suivre, c'est awesome. J'ai plus besoin de parler. Allez, venez me suivre. Dormez plus. Prenez soin de votre sommeil. Non, mais les grandes phrases. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, tu viens très, très bien de le décrire. C'est des fois d'arrêter de se forcer, de vouloir être à tout prix performant, puis de se sentir mal aussi parfois de ne pas être à son 115%. C'est correct des fois d'être à son 70, puis que de peut-être que de se donner un moment de repos qui peut être guidé, par exemple, avec les micro-siestes guidées, là, ce qui était le cas pendant l'atelier, là, pendant cette fin de semaine-là. Mais de se donner un répit au lieu de se forcer à continuer à vouloir être productif, ça nous rend souvent plus, tu l'as dit, attentif, créatif, concentré, plus présente. Voilà. Ouais, absolument. C'est normalement ce que je répète dans tous les podcasts, fait que tu l'as juste bien décrit. Ouais. J'adore ça. Je veux qu'on revienne un petit peu en arrière. Tu sais, toi, là, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir démocratiser la sieste, donner le droit au repos? J'ai lu un petit peu ton histoire justement parce qu'après ça, j'ai été dessus sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je peux vraiment, comme ça résonne avec mon histoire aussi. Entre autres, être épuisée en voyage. I can relate. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à vouloir vraiment aider les gens justement à démocratiser la sieste, à avoir le droit de se reposer, de ralentir, etc. C'est clairement parce que j'avais besoin de cette médecine-là en premier. Là, c'est 100% à cause de ça. Mais écoute, je serais intéressée à savoir dans quel sens aussi toi tu t'es senti souvent épuisée, mais je suis quelqu'un qui est assez intense dans la vie, qui fait vraiment plein de choses. J'ai beaucoup d'énergie, mais j'épuise mon énergie aussi pas rapidement, mais
parce que je suis capable de toffer longtemps, tu sais. Même année, ma batterie est tellement déchargée que ça m'est arrivé à plusieurs reprises là, de faire des dépressions. Puis une des majeures que j'ai faites, j'avais comme dans ma tête, j'avais réussi à comme tout bien placer dans ma vie. Je donnais juste un cours de yoga par jour. J'étais logée, nourrie. Je m'en allais prendre le temps de relaxer, de me reposer après une rupture en plus. Puis de par mon type de personnalité, là, tout simplement, parce que j'aime vraiment ce que je fais et j'aime en faire beaucoup, mais ça m'a pas pris de temps pour comme créer plein de projets dans le village, commencer à enseigner dans d'autres hôtels avoisinants de où est-ce que j'étais dans le sud. Puis très, très, très rapidement, là, en fait, là, en 3 mois, je m'étais pas du tout reposée, au contraire. J'avais aussi pas pris soin de ma tête. Puis j'ai fait une dépression, tu sais, au Nicaragua, au gros soleil, en plein hiver, quand tout était supposé être relax, chill. Puis j'avais un vibe très relax et chill, mais j'ai quand même réussi à m'épuiser comme du monde. J'étais obligée de revenir au Québec à cause de ça. Ça m'a pas encore assez appris. Il a fallu que j'en refasse une autre pour vraiment me dire que le mode de vie sur lequel j'étais, en tout cas pour moi, ne fonctionnait pas. J'ai intégré plusieurs pratiques, j'ai intégré plusieurs outils dans ma vie que je laisse aller, que je reviens, ça dépend de chaque période, sans pression, mais la pratique qui est restée le plus et qui a été la plus frappante pour moi et la plus difficile et la plus inconfortable a été de tout simplement me reposer. Et c'est pas que je me suis reposée pendant 6 mois, c'est pas ça, c'est d'intégrer le repos dans ma maison, dans des lieux physiques, d'intégrer des moments de repos dans mes journées ou dans mes semaines, et de travailler sur l'inconfort que m'apporte le fait de ne rien faire et de me reposer et de ne pas être performante pendant tout le temps de mon éveil dans une journée. Donc, c'est pour ça que tranquillement, je me suis spécialisée en techniques de relaxation profonde. J'ai tout le temps aimé les formes lentes de toute façon, que ce soit de yoga, de méditation. Mais quand je suis tombée dans les relaxations profondes qui nous aident à se reposer, mais d'une manière guidée au début, moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais à long terme, tu sais, c'était pas du jour au lendemain, c'est juste que ça a tellement été une pratique frappante que je l'ai continué sur plusieurs années avant d'en être arrivée là à parler de démocratisation de la sieste et de droit au repos, là. Il y a tellement de points sur lesquels je veux rebondir. Vas-y. Premièrement, pourquoi tu penses que ça nous prend la dépression, ça nous prend le burn-out, ça nous prend l'épuisement, ça nous prend le surentraînement pour réaliser que, ouf, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Puis des fois, ça nous en prend deux, comme tu l'as mentionné dans ton histoire personnelle. Pourquoi il faut se rendre là, tu penses, pour faire des changements dans son quotidien? Mais je pense que c'est très humain là, d'avoir un moment précis dans lequel on est obligé de prendre un tournant justement parce que le corps nous dit que c'est assez. Mais après ça, sans mettre la faute sur les individus, c'est justement, tu sais, comme le message que j'apporte n'est pas de vous faire sentir mal, que vous avez peut-être pas réalisé à temps ou que vous avez eu de la misère à ne pas faire de dépression ou d'épuisement. Je pense qu'il faut aussi remettre ça dans un contexte social et social-économique qui fait en sorte que la culture dans laquelle on baigne constamment est une culture de performance et de productivité. Et donc, c'est très difficile de s'en détacher, tout simplement. Tu sais, c'est pas juste notre faute. Si on commence à regarder autour de nous, ben c'est vrai qu'il y a beaucoup de dires, il y a beaucoup d'expressions qui font en sorte qu'on se sent mal de paresser, de ne rien faire, de lire un livre qui peut-être ne nous servira pas dans notre domaine. Les fameuses phrases de on va se reposer quand on va être mort ou moi j'ai pas le temps de me reposer, je me reposerai à la retraite, ou de tout le temps penser en fait que aux prochaines vacances je vais me reposer, d'ici là je peux toffer. Mais en tout cas c'est que moi je le vois plus comme un chemin de il faut que je toffe jusqu'aux prochaines vacances dans lesquelles je suis souvent très épuisée et je tombe malade au final. Et donc c'est comme une roue sans fin. J'essaie maintenant d'intégrer et de parler d'intégrer le repos dans nos journées à notre façon, selon notre contexte, peu importe comment vous avez envie de l'intégrer, mais c'est important en fait de réfléchir à comment on a envie d'intégrer le repos, c'est quoi la relation qu'on a envie de bâtir aussi avec la fatigue, et de ne pas juste se taper sur la tête et de se sentir coupable, de réaliser que la société nord-américaine capitaliste fait en sorte que, en effet, on a une pression sociale qui fait en sorte qu'on travaille énormément et qu'on a beaucoup de difficultés à s'arrêter. Je dis travail souvent, mais ça peut être aussi de tout le temps aller dans des activités,
de jamais être capable de dire non, de booker là, chacun des moments de nos journées parce qu'on a un petit peu peur de ne pas vivre. Mais en faire moins nous aide souvent à apprécier beaucoup plus les moments où justement on fait une activité. Je sais pas si ça répond un peu à la question. Absolument. Puis tu sais, se reposer, ça peut ressembler à quoi? Tu t'as dit qu'il faut trouver notre façon individuelle de comment on veut intégrer le repos. Je pense que souvent, on associe repos à je m'écrase sur le sofa, j'écoute Netflix. Ouais. Qui peut faire partie de ça. Absolument. Moi, ce que j'aime bien parler, parce que j'inclus beaucoup le pilier récupération dans mon coaching en saines habitudes de vie. Donc, j'ai le mouvement, j'ai l'alimentation, j'ai le mindset et quatrième pilier, récupération. Puis, récupération physique, bien sûr, récupération mentale. Et j'aime bien poser la question, comment tu veux te sentir une fois que tu t'es reposé, une fois que tu as récupéré? Tu sais, puis souvent, pour moi, mes mots, ben, je veux me sentir énergisée, un peu comme j'ai dit tantôt, je veux me sentir énergisée, je veux me sentir présente, je veux me sentir attentive, etc., tu sais. Et parfois, je trouve qu'on fait des choses qu'on associe à se reposer, mais qu'après, on se sent encore plus léthargique, paresseuse, pas motivée, puis c'est difficile de repartir la machine. Donc, je t'entends. Ça peut ressembler à quoi un repos qui va nous permettre de sentir qu'on s'est vraiment reposé, tu sais? Ben, c'est un travail de longue haleine, c'est le travail d'une vie, je pense, là, de déconstruire nos préjugés face à la paresse, face à ne rien faire, face à se reposer. C'est ce qui va nous aider. C'est souvent ce que je répète là, dans plein de podcasts là, ou dans des articles que j'écris, c'est qu'en fait, je déteste donner des trucs ou des outils. Je prône plus la réflexion, puis c'est pour ça que je parle de repos personnel, parce que pour moi, le repos, c'est personnel, ça ressemble pas à personne si tu prends le temps d'y réfléchir puis de t'asseoir. Outre ça, si je peux vous aider à commencer à réfléchir au droit au repos, je comprends que Netflix, ça peut être reposant sur le coup. C'est vrai qu'on se sent mal souvent par la suite. Pour moi, Netflix, ça peut être reposant, mais mettons, c'est actif. Tu sais, pour moi, quand on parle de repos, mais le repos, pour moi, c'est passif. Mais ouais, le repos, c'est passif, en fait, puis c'est de réfléchir à ça. C'est quoi l'activité que j'essaie de faire pour me reposer? Est-ce que ce ne serait pas tout simplement de ne rien faire, justement, de peut-être pas se dire que il faut que j'aille au spa, ou il faut que je vois des amis, ou il faut que je regarde Netflix le soir pour me reposer. Tout ça est associé à quelque chose de quand même relativement actif. On se déplace, on reste sur place, le cerveau reste allumé d'une certaine façon. Et le passif, le rien faire, s'asseoir sur notre balcon. La contemplation. Ben, c'est ça. Regarder le soleil se coucher. Prendre soin de son sommeil. Moi, je suis souvent tombée dans le panneau de la promesse du bien-être. Du fameux mon Dieu, je vois des gens se lever à 5h30 du matin, aller au gym, boire leur jus vert, faire du journaling, faire de la méditation, puis tout ça évidemment ne rentre pas nécessairement dans une routine si on travaille à tous les jours. C'est très difficile à rentrer, fait que les gens vont couper dans leurs heures de sommeil pour venir encore être plus productifs. Fait qu'il faut faire attention au bien-être qui peut devenir dans la performance, dans le productif, faut que j'aille comme plusieurs choses pour me sentir bien dans la vie. Ce sont toutes des choses qui sont bien pour vous. Faites-les si vous en ressentez le besoin, mais réfléchissez peut-être à trucs pour vous aider à vous reposer plus. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ma routine de journaling puis de méditation puis de me lever à 5h30 du matin ou c'est dormir mon 7 à 9 heures par nuit, tu sais? C'est tout aussi productif de prendre soin de ses heures de sommeil que d'essayer de rentrer encore une autre habitude, une saine habitude de vie dans son morning routine, dans sa routine du matin. Fait que c'est des choses comme ça. J'aimerais ça vous dire, c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai pas ce discours-là de méditer, ça va vous faire du bien, ça va vous ramener dans le moment présent. Faites absolument les micro-siestes guidées que j'offre. C'est pas ça la réalité. Des fois, on a juste 5 minutes, puis pour vrai, si vous avez 5 minutes, dormez 5 minutes de plus ou contemplez, ne faites rien. Installez-vous dans l'inconfort de votre divan pendant 5 minutes. Peut-être qu'au lieu de se grouiller à faire la vaisselle avant que les enfants reviennent de l'école, laissez-la tranquille, la vaisselle. Asseyez-vous sur le divan puis prenez 5 minutes là avant que les enfants reviennent. C'est pas grave s'il y a de la vaisselle de temps en temps qui traîne sur le comptoir quand les enfants reviennent de l'école. Tu sais. Ouais. C'est un peu ça, c'est de déconstruire. Faut tout le temps que tout soit parfait autour de moi, puis même ma routine de bien-être doit l'être. Puis arrêtez de couper dans vos heures de sommeil, dormez pour vrai. Oh my God, tellement.
Tellement, tellement. J'adore ton discours parce que, tu sais, moi aussi, j'aide les gens à intégrer des saines habitudes de vie sur le long terme et c'est personnalisé. Parce que ce que tu lis dans ton livre de développement personnel et ce que ta voisine fait et ce que ta collègue fait, peut-être que c'est génial pour certaines personnes, mais ça veut pas nécessairement dire que ça fonctionne pour toi. Sur papier, oui, il y a plein de belles études et d'études de cas qui démontrent que, par exemple, le journaling puis la méditation, ça peut avoir plein de bénéfices. Absolument. Et toi, dans ta réalité quotidienne, qui est, je pense, un concept qu'on oublie parfois quand on veut mettre en action des changements ou des habitudes ou quoi que ce soit. Mais toi, ta vie, ça ressemble à quoi, tu sais? Puis il faut que ça matche ça pour que ça te serve et que ça puisse durer sur le long terme aussi, tu sais. Ouais. En fait, c'est que les saines habitudes de vie ne devraient pas devenir une charge mentale. Amen. Ça devrait, moi, j'aime bien dire que ça devrait t'aider à vivre ton quotidien et non te rajouter un stress de plus, tu sais. Exact. Non, je sais. Puis, tu sais, le faire du yoga tous les matins ou ces choses-là. J'en ai souvent entendu parler. J'ai baigné dans le monde du yoga vraiment longtemps. Puis, j'avais tellement de la misère avec ce discours-là que certains enseignants nous disent que, ben, dans le fond, si tu fais pas du yoga tous les matins, ben, ta pratique n'est pas bonne, tu sais. Puis, t'es comme catégorisé comme une mauvaise prof de yoga à ce moment-là. Mais mon Dieu, le système aussi du yoga n'est pas fait. Le système du yoga, c'est une grosse business, puis elle n'est pas faite pour que je me repose, pour pouvoir mieux donner mes cours, puis pour pouvoir, moi, faire ma pratique. C'est un domaine qui est super épuisant, dans lequel je suis sortie, justement. Mais non, c'est ça. Faire attention que les habitudes ne deviennent pas une charge mentale, puis construire du confort. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de me demander, premièrement, quelles leçons est-ce que je suis tannée d'apprendre? Puis une fois que j'ai beaucoup réfléchi à ça, à partir du moment où je voyais justement que je faisais plusieurs dépressions, épuisements, des moments de vie où je tournais là à 180 degrés parce que j'abandonnais tout parce que c'était trop, ça fait 2 ans à peu près, je dirais, là, que j'essaie de, comme un oiseau, de me créer un nid de confort au quotidien. Fait que c'est d'être confortable dans ma vie, qui peut m'aider à amener le repos. Ma maison en fait partie. Pour moi, ma maison, c'est mon lieu de repos, c'est mon lieu de confort et j'ai comme un nid d'oiseau. Ben, c'est pas que ma maison est parfaite, c'est juste que j'ai amené un élément à la fois, tranquillement, pas vite, pour bâtir ce nid-là. Puis on parle souvent en yoga nidra, puis en micro-sieste, on parle souvent de comme bâtir son nid de repos dans lequel on vient s'installer pour pouvoir pratiquer les pratiques que j'enseigne. Mais moi, tu vois, je l'ai comme, ben, je suis pas exceptionnelle, là. C'est une réflexion qu'on a en prof souvent. Mais tu sais, j'ai sorti la pratique de ce nid-là, de la pratique de je me couche, je fais 30 minutes de yoga nidra ou de micro-sieste guidée. Sortir cette pratique-là vers l'extérieur et me demander dans ma vie comment j'ai envie de bâtir mon nid de repos pour accueillir et éviter plus de confort. Et ma maison est devenue ça, un élément à la fois. Ouais, l'environnement dans lequel on baigne, l'énergie qu'on amène aussi dans différentes pièces. Puis, moi, j'ai des clientes, justement, ils se créent des pièces littéralement dans leur maison, tu sais, parce que dès que tu rentres dans la pièce, ils ont mis une peinture ou une toile qui les inspire, des couleurs qu'elles aiment, un petit coin justement plus de lecture, de repos, puis je trouve ça super parce que tu sais, tout est énergie, on parle de vibration, on parle de fréquence, ben dès que tu rentres là-dedans, tu peux quasiment sentir ton système nerveux qui est comme super, tu sais. J'aime le fait que tu extrapoles ça à ta vie, tu sais, oui, l'aspect physique de l'environnement. La maison, mais après ça, c'est comment est-ce que vous marchez dans la rue? Comment vous vous sentez au travail? Je suis pas en train de vous dire de tout changer votre bureau. Je suis juste en train de dire, y a-tu un élément de plus que vous pouvez amener dans votre bureau, que ce soit, c'est qu'on l'oublie des fois, on s'empêche des fois, on pense qu'il faudrait que ce soit gros comme changement, mais est-ce que c'est la chaise sur laquelle je suis installée qui me permettrait un peu plus de confort? Est-ce que c'est une lumière plus tamisée? Est-ce que c'est un objet spécifique qui pourrait me rappeler de ralentir, tu sais, puis de pas avoir la pression de travailler à 140 000 à l'heure. Fait que c'est d'amener ça tranquillement, pas vite, entre les déplacements, la marche, quand je vais chez des amis, qu'est-ce qui ferait en sorte que moi, je serais plus confortable si c'est une soirée que j'ai envie d'aller, mais que j'ai envie d'être confortable. Fait que c'est ça, c'est de sortir des pratiques. C'est de pratiquer tellement des relaxations profondes que maintenant, tu réalises que ben la relaxation profonde puis la pratique en tant que telle peut sortir de ce contexte-là et on peut commencer à apporter des éléments de confort et de repos dans
plusieurs sphères de notre vie. Plusieurs. Ouais, ça devient un mode mettre de du vie, linge en fait. confortable, mettre du linge confortable, comme, tu sais, dis-tu à la fille qui est toujours en linge de gym confort, là, ça, c'est moi. ça, comme, puis c'est pas nécessairement tous les jours. Moi, je mets du linge inconfortable des fois parce que ça me tente, puis là, je me sens bien, puis je me sens belle, puis c'est le fun, tu sais. C'est d'arrêter de penser que c'est une chose de tous les jours. Mais est-ce que j'ai une journée que ça me tente vraiment moins, puis que c'est pas grave si j'ai un gros gilet, comme aujourd'hui ce matin. J'étais comme, je vais dans un podcast, je pourrais mettre une de mes belles vestes que j'aime vraiment beaucoup, puis que j'apprécie mettre quand on me filme ou etc. Puis je me suis dit, non, un matin, ça me tente vraiment d'avoir ce petit... Puis c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ça me rend confortable, ça m'aide à mieux parler ce matin au final. Tu sais. Fait que c'est ça, je peux m'arrêter là, mais créer du confort dans votre vie. Inviter le repos et créer des éléments pour que le repos s'invite un peu plus de par lui-même. Ouais, ça va vraiment comme dans les deux sens, tu sais. Ouais. Puis moi, personnellement, c'est ça que la méditation elle a fait pour moi. J'ai commencé à méditer en 2017. Ouais. Puis ça a été très rapide comme bénéfice sur le moment, dans le sens que quand je faisais ma méditation, puis j'ai commencé avec des 1 minute, là. Oui. Puis après ça, 3 minutes, puis 5 minutes, puis tu sais. Puis sur le coup, le moment, très, très court terme, ben je le sentais que ça m'avait permis de me calmer, de me déposer. Et ça a pris à peu près 2-3 mois de pratique régulière. Puis au début, je suis tombée un petit peu dans la performance, là. Je l'admets que je cochais mes minutes, puis fallait pas que je saute une journée, tu sais. Puis bon. Mais ça a pris à peu près 2-3 mois que je me suis rendu compte que ailleurs dans ma journée, au-delà de ce moment de méditation le matin, j'étais comme, c'est comme si ma vie est devenue une méditation constante parce que je me sens tellement plus présente de façon générale. J'ai beaucoup plus d'espace mental. J'ai commencé à avoir plein d'idées, de créativité qui sortaient entre guillemets de nulle part. Fait que c'est un peu ce que tu dis, tu sais, comme d'inviter le repos dans ta vie en ayant ta pratique personnelle à toi, mais ça devient une espèce de tout, puis une espèce de mode de vie aussi qui est extrapolé ailleurs que simplement pendant ta pratique, tu sais. C'est ça. Mais je veux juste rebondir là-dessus, je trouve ça super intéressant, puis je veux rebondir sur inviter le repos, là. Tu sais, inviter le repos, là, c'est pas juste actif. Tu sais, je veux juste le réitérer, là. C'est de mettre en place des choses dans notre vie qui vont faire en sorte que le repos va s'inviter de par lui-même. Fait que c'est pas toujours activement de se demander comment est-ce que je peux me sentir plus Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me reposer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ralentir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir mieux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en faire moins? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour travailler moins? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir dans un état de méditation semi-constante? Des fois, c'est de mettre en place des choses puis de juste tranquillement laisser le repos s'inviter de par lui-même. Tu sais. Puis souvent, tu sais, moi aussi, je me fais inviter sur des podcasts, puis je me fais souvent poser la question, tu sais, Claudia, si tu avais un seul conseil à donner sur n'importe quoi en lien avec la santé, puis l'entraînement, puis les habitudes de vie, qu'est-ce que tu dirais? Puis je pense que souvent, les gens, ils s'attendent que je dise, justement, là, dors ton 7-9 heures par jour, fais tes 10 000 pas par jour, bois ton 2 litres d'eau. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est regarde ton horaire, là, puis enlève de quoi? Enlève quelque chose dans ton quotidien, dans ta semaine, délègue, remets à plus tard, dis non, mets des limites, mais décharge ton horaire. C'est toujours ce que je dis comme conseil. Je pense que ça revient un petit peu à ce que tu disais, de pas toujours être en mode faire. Exact. Je pense que quand on enlève des choses, ben éventuellement, ça donne de l'espace pour que le repos s'invite. Tu sais? Exact. C'est exactement ça et c'est pour ça que ma compagnie s'appelle Espace Mental. C'est de créer de l'espace pour qu'on ait un peu plus d'espace pour que du passif vienne s'y insérer. Mais pas parce qu'on le force, parce que ça devient de plus en plus naturel. Non, mais j'aime ça aussi. Moi non plus, j'ai pas vraiment de conseils, tu sais. Puis mon Dieu, que les gens aimeraient ça que je donne des conseils des fois. Comment la recette magique, la pilule miracle, les 10 étapes pour Y. C'est ça. Ou comment est-ce qu'on dort mieux? C'est quoi les meilleures conditions pour dormir bien? Puis mais je pense qu'en fait, tu sais, j'en parlais dernièrement. Là, je pense que j'ai écrit là-dessus dernièrement, mais tu sais, les fameux qu'est-ce qu'il faut faire pour dormir mieux? Pour vrai, vous le savez. Ça me sert à quoi de vous le réveiller, comme de vous le rappeler, comme vous le savez, vous l'appliquez juste pas, puis c'est correct. C'est pas pour mettre de la pression, mais tout le monde le sait. Puis là, je vais les dire, puis vous le savez déjà. Un milieu obscur, un milieu un peu plus frais,
ne pas avoir trop de bruit ambiant, fermer sa porte de la chambre, ne pas avoir de temps d'écran bleu avant de s'endormir. On le sait toutes qu'il faut faire ça. Et je pense qu'on s'attend toujours... Je pense que vu qu'on est dans une société en ce moment où il y a vraiment une surabondance d'informations constante, une agitation là, environnementale et d'informations constante, on le sait, ces choses-là. Et là, parce que là, vous venez de le réentendre, vous faites comme « Ah, OK, ben là, j'ai de quoi. Là, j'ai de quoi. » Mais vous l'avez pas, vous le ferez pas à soir. Moi non plus, je le fais pas. Moi aussi, je regarde mon sel des fois avant de dormir. Comme, vous le ferez pas. On le sait depuis 10 ans qu'il faut pas regarder nos cellulaires avant de s'endormir. On le fait presque tout encore. Comme, fait que c'est pas d'avoir l'information qui va vous faire changer ou prendre action. C'est de prendre le temps de vous asseoir et de réfléchir comment est-ce que moi j'ai envie d'intégrer des habitudes qui seraient plus reposantes et confortables ou enlever justement une charge là, dans notre horaire, comme on disait. Mm-hmm. Fait que, ben oui, on en a plein, là, des outils, puis des 5 habitudes de vie, puis 5 étapes, puis des choses comme ça, mais on ne les fait pas. On pense que parce qu'on sait, on va les faire, mais on les fait pas. Parce qu'on est tout le temps trop surstimulé. Tout le temps. Fait que c'est pas qu'on l'oublie, c'est juste qu'on a des choix à faire. Mm-hmm. Il y a des choix à faire constamment, puis ben évidemment que ça prend le bord, là, de temps en temps. Ouais, tellement. Ma conférence principale, ça s'appelle Tu deviens tes habitudes, tu sais, puis c'est littéralement une des questions que je pose. Tu sais, je fais faire une méditation, une visualisation, pardon, aux gens. Ouais. Puis justement pour les projeter dans l'avenir, puis leur poser la question, si vous continuez vos habitudes actuelles telles qu'ils sont, est-ce que vous allez manifester cette version-là de vous qui plus tard est en santé, a de l'énergie, etc. Puis la plupart du temps, les gens sont comme ben non, tu sais, je le sais qu'en ce moment, je pourrais justement dormir mieux, manger mieux, bouger plus. Ouais. Puis tu sais, après ça, je pose la question, mais si on le sait, pourquoi on le fait pas? Ouais. Tu sais, c'est aussi simple que ça. C'est exactement ça. Puis c'est vrai, en tout cas, moi, dans mon cas, c'est pas pour vous mettre la pression, c'est pas pour vous dire, regardez, vous le savez, puis vous le faites pas. C'est juste que on est vraiment dans une société de performance, puis on s'attend de nous à tout faire bien. Mm-hmm. Et ce n'est pas possible. Ouais. Et ce n'est pas possible. Cette pression-là de vouloir tout faire bien finit par... Parce que moi, je le vois avec mes clients, finit par amplifier souvent même les moins bonnes habitudes, tu sais. Ouais. Parce que ça rajoute un stress, justement. Donc, quand je suis full stressée, difficile de perdre du gras, difficile de bien dormir, difficile de faire des bons choix alimentaires, tu sais. Absolument. Ouais. Mettons qu'on a créé de l'espace dans notre horaire et là, on a du moment où est-ce qu'on fait rien puis qu'on est vraiment en mode passif. Et là, il y a l'inconfort qui s'installe. Il y a la petite voix dans notre tête qui dit... Tu perds ton temps, tu te sens coupable parce que tu devrais faire ta vaisselle en ce moment. Comment on fait pour accueillir cette voix-là, pour gérer cette voix-là, pour s'habituer à s'asseoir dans l'inconfort de rien faire? C'est quoi ce processus-là? Et encore une fois, je sais que ça va être individuel à chaque personne. Absolument. Mais toi, comment tu l'as vécu? Puis qu'est-ce qu'on peut se dire justement quand on est vraiment inconfortable avec le fait de commencer à rien faire? Ben, tu sais, évidemment, là, il y a le conseil de commencer très petit, là, puis tranquillement augmenter, mais vous n'êtes pas obligé non plus de commencer très petit. Vous pouvez commencer à coup d'1 heure, ce qui est très, très difficile, et de vivre l'inconfort. C'est que l'inconfort part vraiment jamais. Tu sais, selon votre personnalité, puis selon à quel point c'est ancré. L'inconfort, en tout cas moi, l'inconfort n'est jamais vraiment parti. Je l'ai mieux apprivoisé. Je l'accepte un peu plus. Mais je l'accepte pas parce que je l'ai travaillé, j'y ai écrit, j'ai répondu à des questions. J'en ai fait un peu, mais j'ai médité là-dessus. C'est juste à travers le temps, tu sais, plus je me repose, plus je fais des choses inconfortables, plus je m'assois sur mon divan, je joue à ma Switch, qui est tellement inutile, tu sais, mais qui me fait tellement du bien. Puis je me sens mal à chaque fois, tu sais, que j'utilise ma Switch. Je sais pas, c'est que je m'aperçois au final, tranquillement, pas vite, que ça vaut plus la peine à la longue de vivre cet inconfort-là au lieu d'essayer de me forcer à faire une autre activité dans ma soirée ou m'assurer que la maison est vraiment parfaite ou que la vaisselle est absolument faite avant que je puisse me reposer. Fait que l'inconfort va rester. Je pense que c'est d'accepter que l'inconfort va rester. Si j'essaie vraiment de bien répondre à la question, là. L'inconfort va rester, mais ça vaut la peine. Continuez à vous reposer. Continuez à prendre des moments de repos dans vos journées. Ouais, je pense que c'est comme n'importe quoi, tu sais. Au début, c'est inconfortable de faire quelque chose
quand tu commences à voir les bénéfices de faire la dite chose, ça peut rester inconfortable, comme tu l'as mentionné, mais t'as comme l'autre voix qui commence à parler un petit peu plus fort, qui dit, ouais, mais ça vaut la peine. C'est la même chose dans l'entraînement, là. Au début, il faut que tu te convaincre en tabarouette, là, d'aller faire ton workout, d'aller au gym, t'es comme, c'est difficile, j'aime pas ça. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, mais je me sens bien, je commence à me sentir avec plus d'énergie, mieux dans mon corps. C'est encore inconfortable, le workout. Mais t'as l'autre voix qui embarque, qui dit, ouais, mais tu le fais pour toi, puis ça te fait du bien, tu sais. C'est tellement une belle analogie, là. Moi, je m'entraîne depuis des années, puis pour vrai, ça m'arrive encore régulièrement. Ça me tente vraiment pas d'y aller au gym. Tu sais, comme on a cette espèce de pensée magique-là que dans peut-être un an, enfin, parce que je me suis entraînée 4 fois semaine, la motivation va être intrinsèque, facile. Et toujours là. toujours là. Et que, puisque je me suis motivée pendant un an, mettons qu'on met ça sur un an, là, ça va vraiment être plus facile. Puis parce que je le sais, puis je le ressens, puis je sens que mon énergie est bonne, la motivation va être plus facile. Moi, des années, là, j'ai jamais arrêté de m'entraîner dans la vie, mais pour vrai, cet hiver, là, mon Dieu, il y a eu des soirs, je me disais, pour vrai, je me lève pas de mon lit, tu sais. Puis là, je me levais, puis j'allais au gym, puis j'étais pas si heureuse que ça au gym. Ça me tentait vraiment pas de me lever, tu sais. Mais j'étais là pareil, puis je continuais, puis je m'entraînais. Fait que c'est la même chose avec le repos, je pense. En tout cas, mais moi, l'inconfort n'est jamais parti, tout comme avec le gym, tout comme avec le repos. Mais il vaut quand même plus la peine que le moment d'inconfort. Puis je pense qu'on le sait toutes. Mais belle analogie, ouais. Non, j'avais jamais réfléchi de cette façon-là. Ouais. Puis j'essaie de me mettre aussi dans la position de l'observatrice, tu sais. Moi non plus, là, l'inconfort est toujours pas parti. Quand je me donne le droit de faire une sieste en après-midi, j'ai encore la petite voix qui me dit, Claudia, tu devrais peut-être aller travailler, t'as encore telle tâche à faire, etc. Puis je me positionne dans la position de l'observatrice où est-ce que je me dis littéralement, hey, c'est intéressant. Je pense encore que je devrais continuer à travailler. Puis je challenge cette voix-là, puis souvent je vais mettre un sourire d'en face, puis je vais l'aborder même avec un peu d'humour, comme Galançon Claudia, tu te sens encore coupable de pas travailler 12 heures par jour, tu sais. Mais ça ne change pas ma décision. C'est pas parce que j'entends l'inconfort puis que j'entends cette voix-là que je me dis parce que la voix est là, là je vais aller travailler. Je reste dans ma décision de faire une sieste ou de lire un livre ou de me reposer, tu sais. Fait que ça m'aide à avoir une discussion avec l'inconfort puis à pas changer ma décision, tu sais. C'est ce que tu me disais au début avant qu'on rentre en podcast aussi, tu sais, t'as comme un discours qui est d'essayer d'être plus en douceur avec notre vie, plus en douceur avec nos choix. Puis je pense qu'il faut se rappeler aussi, parce que je pense qu'on parle à plus de femmes souvent, là. C'est parce que j'ai l'impression que des fois sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'hommes qui disent la motivation, vas-y, ça vaut la peine. Mais tu sais, il faut se rappeler que les hommes, puis il y a pas personne de meilleur, c'est pas du bashing, mais faut se rappeler que les hommes ont des cycles hormonaux de 24 heures. C'est ça. Et que toute la société a été construite en fonction de leur cycle hormonal de 24 heures, qui est à tous les matins, je me réveille, je devrais me sentir à peu près de la même manière, à moins que j'aille veiller jusqu'à 2 heures du matin, là. Mais à tous les matins, je devrais à peu près me sentir de la même façon. Puis à tous les matins, dans le fond, à 5 heures, si tout mon horaire, à 5 heures du matin, mettons que j'exagère, puis quelqu'un s'entraîne à 5 heures du matin, mais si tout mon horaire a tout le temps été construit autour d'un cycle de 24 heures, je me couche plus tôt, je me réveille à 5 heures du matin, ça fonctionne pour moi, la motivation est là à chaque matin, puis là, ils bâtissent aussi leur routine en fonction de, mettons, moi, je sais que c'est plus le matin que j'ai de l'énergie, plus le soir, mais ça reste un cycle hormonal de 24 heures, et ils peuvent répéter quotidiennement cette routine-là, et je les envie, moi, pour vrai, 1 semaine par mois, j'abandonne beaucoup de trucs. J'abandonne beaucoup de trucs, puis le nombre d'années que je me suis senti mal de pas être capable de garder une routine pareille à chaque jour pour, mettons que j'avais un défi 3 mois, tu sais, ou quelque chose de même en tête. Je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Il y a des semaines que ça va mieux, des semaines que ça va pas mieux, puis j'essaie d'arrêter de me sentir mal avec ça. Que de temps en temps, parce que je suis dans ma semaine, j'ai déjà mal, je suis déjà sur le bord de vouloir juste rester dans mon lit. Pourquoi est-ce que j'irais me faire encore plus mal en levant des poids, tu sais? Comme, moi, ça me fait mal, lever des poids. Chacun sa méthode. Mais j'ai arrêté de me sentir coupable, de pas être capable de tenir une routine. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à avoir une routine différente au final. Là. Puis je pense être en santé. C'est juste que j'arrête de me dire que
grosse motivation. Moi, tous les matins, 6 heures, ou à tous les soirs, à 6 heures du soir, je vais être au gym. J'ai de la motivation. Pour vrai, des fois, là, les hormones, là, c'est pas un manque de motivation, là. Ouais, c'est tellement un bon point. Puis moi aussi, j'ai passé par là. Je passe encore par là, de façon très franche. C'est de s'accorder de la permission. Ouais. D'écouter où est-ce qu'on est dans notre ressenti, dans notre énergie, dans notre cycle aussi, qui est sur un mois, qui est pas sur 24 heures. Mais ça s'apprend. Et quand on vit en phase avec ça, encore une fois, expérience personnelle, puisque je joue avec des clientes aussi, c'est que justement, l'aspect de repos, de récupération est mieux, en fait, que de toujours se forcer, puis d'ignorer même les signes, les symptômes, puis c'est ça. J'ai certainement passé par là aussi, que peu importe la journée du mois, si c'est écrit dans mon programme d'entraînement qu'il faut que je fasse telle affaire, ben j'y vais puis je le fais. T'sais, peu importe comment je me sens, jusqu'à temps que je m'écroule littéralement au gym, là, tu sais. Fait que... Ouais. Non, je comprends ça. Mais permission parce que la société, puis le fait que c'est ça, tout soit fait sur un système de 24 heures d'une journée, là, un cycle d'une journée, nous fait croire qu'on est paresseuse quand on réussit pas à intégrer une routine quotidienne. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous êtes pas paresseuse. Vous avez des fois besoin d'une autre routine. Développez des routines selon votre cycle, au pire. Ou laissez tout couler. Vous êtes pas obligé. Là, j'ai dit développer une routine. Là. Même moi, ça m'a écœuré quand je l'ai dit. Là, moi, j'ai pas développé une routine selon mon cycle. Là. Je me suis pas mis cette pression-là, d'en plus trop checker mon cycle puis de développer quelque chose par rapport à ça. Là. Mais faites juste laisser aller puis travailler sur le fait que vous êtes pas paresseuse. Il y a un très bon livre qui est sorti qui s'appelle Libérer la paresse. Nathalie-Anne Roy. Libérer la paresse. C'est un livre québécois. Ça fait super du bien. C'est des lettres. Nice. Good. Je veux qu'on revienne sur les micro-siestes, qui est entre autres quelque chose que tu offres pour aider les gens justement à démocratiser la sieste, tout ça. C'est quoi la différence entre une micro-sieste, du yoga nidra, une méditation? On peut-tu comme décortiquer tout ça? Puis, pour mieux comprendre là, les petites nuances peut-être. Absolument. Moi, je suis formée en yoga nidra. Ceux qui ne connaissent pas le yoga nidra, ce sont des techniques de relaxation profonde, mais avec un aspect très spirituel, qui est de bâtir justement une relation au repos, qui est tout le discours que j'ai, mais peut-être pas précisément à chaque micro-sieste guidée. Très humblement, quand j'ai commencé à essayer de sortir les pratiques de yoga nidra des studios de yoga, je me suis dit, je peux pas utiliser le mot yoga parce que personne va m'écouter, parce qu'on a tout un préconçu avec le mot yoga ou méditation. Puis ça l'empêche des fois des gens d'essayer, juste parce qu'il y a le mot yoga associé à ça. Fait que je me suis vraiment demandé comment est-ce que je peux faire pour amener le message du yoga nidra dans la sphère publique sans me heurter à des idées préconçues. Et ça a été d'appeler ça des micro-siestes guidées. Donc, j'utilise les mêmes techniques de relaxation profonde. Moi, je bâtis une relation avec le yoga nidra, puis la déesse nidra, puis le repos, le sommeil, tout ça. Et ça l'infuse mes pratiques. C'est juste que dans mes pratiques, je ne parlerai jamais de déesse, je ne parlerai jamais de yoga, je n'essaierai pas non plus d'implanter des intentions. Ça reste une pratique qui est réflexive pour moi, mais un peu moins spirituelle en ce sens-là. C'est un peu la même chose. Pour ce qui est de la différence avec la méditation, ça peut être vraiment difficile pour plusieurs personnes. Je l'ai enseigné pendant plusieurs années. Même moi, je trouve ça difficile, la méditation, parce que c'est une pratique qui est active. Faut garder le dos droit, par exemple, la plupart du temps. On va rester accroché activement sur une technique de respiration. L'esprit est tout le temps actif et doit tout le temps se concentrer. C'est actif. C'est pas que c'est épuisant, c'est juste que c'est actif. Les techniques de relaxation profonde sont faites pour que la conscience, votre conscience, soit juste attachée à ma voix et se laisse être guidée. Et on va osciller, la conscience va osciller entre elle est présente, elle n'est pas présente, le corps va s'endormir. Il y a des techniques, en fait, qui demandent aux gens de rester absolument conscients puis attachés à la guidance. Moi, je suis plus dans une école de pensée de si t'avais besoin de t'endormir, t'as besoin de t'endormir. Si t'as oscillé entre éveil, sommeil, c'est correct. Si t'es resté accroché à toute ma voix parce que c'est ça l'expérience que tu veux vivre, t'es resté accroché à ma voix tout le long, c'est correct. Dans tous les cas, on bâtit une relation nouvelle et différente avec le repos. Mais c'est passif. Ouais. C'est passif, c'est pas actif.
Ouais, puis c'est ça, je l'ai vraiment vécu là avec toi justement à l'atelier, tu sais, la différence. Puis c'est ça, tu sais, je me sentais un peu entre les deux, puis ta voix est tellement enveloppante et douce. Et puis à un moment donné, je suis comme ouais, là, je suis repartie, puis je suis revenue un peu par moi-même, tu sais, puis j'avais aucune idée, ça faisait 2 minutes ou 2 heures, tu sais. Ah, yay! Ça a été vraiment ressourçant. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut peut-être garder en tête si on veut pas nécessairement faire une sieste, un nap, un power nap ou quelque chose qui va faire en sorte qu'on va se réveiller groggy, qu'on saura plus on est quelle journée, qu'on va avoir la misère à repartir notre journée, que ça va affecter peut-être notre sommeil. Ouais. Y a-tu des durées maximum? Y a-tu un temps dans la journée? Il faut pas le faire trop tard. Est-ce que les micro-siestes guidées yoga nidra, c'est différent que juste prendre une sieste par soi-même sur le sofa qui pourrait nous amener dans cet état-là moins reposé, justement? Tu sais, y a-tu des nuances à ce niveau-là? Ben c'est sûr que les micro-siestes guidées sont guidées et donc je guide la sortie vers la pratique, ce qui peut vraiment aider à sortir avec quelqu'un d'autre, là, à aider la conscience à se réveiller d'une manière guidée, tout simplement. Fait que ça peut aider en ce sens-là. Après ça, ben tu sais, les recherches vont dire que un bon power nap c'est en bas de 26 minutes. Ouais, Pour pas aller trop loin dans le cycle, dans les stages de sommeil, là, dans notre premier cycle, un cycle qui dure normalement 90 minutes là, quand on rentre dans un cycle. Donc, 26 minutes ou, 26 minutes, ça peut être 30, là. Mais tu sais, dans ces eaux-là, ou rendu là, faire le 90 minutes au complet puis se réveiller à la fin d'un cycle. C'est pour ça que des fois, les gens, quand ils font comment, j'ai fait un power nap puis finalement, je me suis endormie pendant 1 heure et demie, c'était trop. Mais c'est parce que, naturellement, votre cerveau vient de faire votre cycle. C'est pas, ça tourne, d'habitude, quand je parle aux gens, ils sont tout le temps comme moi, mais moi, quand je m'endors pour 1 heure et demie, je suis comme, on dirait que ça fait comme quand même du sens avec la science. En effet, vous venez de faire un cycle complet de sommeil. Mais c'est ça, à peu près en bas de 26 minutes. Mais tu sais, moi et je connais plein d'autres personnes que si je me couche sur le divan puis que c'est pas guidé puis c'est pas avec la pratique, par exemple, que j'offre, je m'endors pas, là, moi, en 26 minutes. Là, fait que fait que c'est un faux 26 minutes. Là, à quel point tu t'es endormi, tu sais. Moi, je suis pas capable, là, ça va me prendre 40 minutes là, avant de réussir à relaxer si je fais juste me coucher sur le divan puis attendre que ça se passe. Okay. Je me réveillerai pas un peu perdue puis désorienté à la fin de cette sieste-là de 40 minutes. Fait que, tu sais, il faut prendre à la légère ces temps-là. Ce qui aide énormément avec les pratiques de relaxation guidée, c'est justement que le corps va tomber rapidement. Si on est capable de rester attentif, là, le corps va tomber rapidement dans cet état-là de repos. Fait qu'on gagne un peu en temps au lieu d'attendre un peu par nous-mêmes que ça arrive par magie ou par miracle. Là. C'est pas tout le monde qui réussit à juste décrocher rapidement puis s'endormir pendant 26 minutes puis se réveiller par la suite. Là. Ouais, vraiment. Moi, c'était en 2018, je pense. J'avais une phase parce que je faisais une sieste quasiment tous les jours. Ah oui? J'avais littéralement entraîné, entre guillemets, mon corps. Est-ce que au début, je me mettais une alarme pour me réveiller, justement, pour pas que ça dépasse trop, parce que je voulais pas que ça affecte, entre autres, mon sommeil le soir. Puis c'était rendu instantané, tu sais, je me couchais en 1 à 2 minutes, je m'endormais, puis je me réveillais entre 18 et 22 minutes plus tard, puis pouf, le réveillé, go, on repart, tu sais. Fait que j'ai trouvé une méthode qui fonctionnait pour moi. Yes. Puis là, maintenant, je fais pas toujours des siestes, mais là, je me donne le droit d'en faire quand j'en ai besoin. Puis, encore une fois, c'était 2017-2018, j'étais tombée, c'est ça un peu comme je t'avais dit, dans la performance du développement personnel. C'était un peu plus calculé. Là, aujourd'hui, c'est comme, OK, je tombe endormie, puis je vais me réveiller quand mon corps a terminé, tu sais. Puis, c'est ça, c'est entre 20 et 40 minutes à peu près, tu sais. Ça dépend des jours, puis ça dépend à quelle heure je me suis couchée la veille, etc., tu sais, mais oui, il faut se connaître, tu sais, puis il faut... Ben oui, c'est ça, mais je trouve que c'est un bel exemple parce que des fois, les gens sont comme, tes pratiques, ils vont m'aider à dormir, mais je suis comme, pour elle, c'est peut-être pas la première pratique qui va t'aider à t'endormir, tu sais, le soir, par exemple. Mais comme tu le dis, c'est ça, en fait, c'est ce que je répète puis que je martèle constamment, là, c'est de bâtir une relation avec le repos. Peu importe comment vous le faites, là, mais que ce soit pour s'endormir le soir ou faire une sieste l'après-midi ou d'utiliser quelque chose de guidé, mais c'est de bâtir cette relation-là. Puis plus vous le faites, on le sait maintenant, là, plus les connexions cérébrales vont se faire de plus en plus rapidement. Et c'est ce qui vous aide à la longue à mieux vous endormir peut-être le soir, parce que là, le cerveau est habitué de tomber dans un état de repos où il sait que quand vous fermez les yeux puis qu'il fait noir, il est rendu habitué que là, c'est un moment où la connexion cérébrale va se faire plus rapidement pour commencer à s'endormir, tomber dans des états de sommeil corporel ou de la conscience. Fait que non, c'est super intéressant. Tu vois, tu as très bien réussi à le faire par toi-même, là.
Tu t'es dit, je vais l'essayer jusqu'à temps que ça marche, puis tout d'un coup, ben, c'est devenu un peu naturel, puis c'est juste parce que le corps et le cerveau étaient rendus habitués de tomber dans cet état-là, et donc le chemin était plus facile parce que l'habitude, tout simplement. Ouais, ça fait beaucoup de sens. Marie-Ève, où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur toi, sur ton espace mental, sur justement les micro-siestes que tu guides? J'ai déjà référé quelques-unes de mes clientes à ta page Instagram, à ton site web, mais qu'est-ce que tu offres comme service là, si jamais il y en a qui voudraient inviter plus de repos dans leur quotidien? Ben, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre qu'est-ce que je fais. Je suis sur LinkedIn, là, sous mon nom, ou sur Instagram, au nom de Mon Espace Mental. Je parle de repos. Je parle de repos. Mais ce que moi, j'offre, c'est des micro-siestes guidées. C'est pas plus compliqué que ça, pour vrai. C'est des micro-siestes guidées. J'offre des ateliers où on va venir parler de la micro-sieste guidée, de l'état de performance associé à la lenteur cérébrale, par exemple. Puis après ça, on va venir littéralement créer une expérience de micro-sieste guidée. Ça peut être en équipe de travail, ça peut être entre amis. Je m'intègre aussi dans des retraites ou des grosses journées de conférences à la fin de la journée ou le midi. Je débarque, je suis pas obligée de donner une conférence. Je débarque, on dort ensemble 30 minutes, on se réveille puis on repart notre journée. Tu sais, je le fais dans des lieux de travail, ça, ou dans des conférences des fois où là je commence à m'intégrer dans des retraites. Fait que invitez-moi dans vos retraites, invitez-moi dans vos lacs à l'épaule, invitez-moi dans vos conférences. Faisons des activités de groupe passifs. Bâtissons du repos en communauté. Apprenons à ralentir ensemble. Ben, c'est ça. Tu vois, mettons, j'ai pas vraiment de service individuel. Je suis pas. Je veux qu'on se repose ensemble puis qu'on se rappelle à quel point des fois on bouge peut-être trop en communauté. Fait que faisons quelque chose de différent. Reposons-nous puis réfléchissons-y en groupe. Ouais. Quelle belle mission. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast pour que les gens puissent aller te suivre. Marie-Ève, il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités en fin de conversation. Je veux juste te remercier encore une fois d'avoir été sur le podcast aujourd'hui, d'avoir partagé ça, d'avoir défait des mythes, des fois qu'on pense des croyances, de voir ça d'une façon différente, qui est peut-être challengeante pour certaines, mais qui est invitante puis inspirante. Puis on va souhaiter à tout le monde de se reposer un petit peu plus. Oui. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi? Oh mon Dieu Seigneur. On dirait que la première qui m'est venue en tête, c'est Rest is resistance. Le repos, c'est de la résistance. Mais c'est de résister, en fait. Ouais, je vais plus le traduire comme ça. Le repos, c'est de résister. Allez voir la page de Nap Ministry aux États-Unis. Allez lire son livre, The Nap Ministry, Tricia Hershey. Se reposer, c'est de la résistance. C'est de revendiquer. C'est un peu actif. C'est aller à contre-courant. Oui, j'aime ça. Merci Marie-Ève. Hey, merci beaucoup Claudia.